Heureux de vous retrouver sur Radio Liberté 92.8 pour votre nouveau numéro de l'invité de la semaine. Madame et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Radio Liberté reçoit pour l'émission l'invité de la semaine, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango. Monsieur le ministre, bonjour à vous. Bonjour. L'invité de la semaine est mis en œuvre par Tiona Sanogo devant ce micro. Atiana Serjulo, vous étiez enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature, ancien commissaire à la Commission électorale nationale indépendante, spécialiste du droit à l'information, militant du Parti pour la Renaissance nationale PARA. Vous êtes aujourd'hui ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Déjà, qu'est-ce qui vous anime quand vous jetez un coup d'œil sur votre parcours jusque-là, M. Sango? Un sentiment que le destin, d'une certaine façon, nous a été quelque peu favorable. Favorable parce que le destin a voulu que dans notre parcours, nous puissions bénéficier à des temps précis de la confiance d'un certain nombre de personnes pour nous placer à des niveaux de responsabilité aussi importants que ceux que vous citez. Mais un sentiment aussi de très grande responsabilité. Parce que la confiance a un coût. Et ce coût se trouve dans notre capacité à assumer avec beaucoup de responsabilité les différentes fonctions qui nous sont confiées. Parce que les fonctions auxquelles vous êtes appelés à servir créent un rapport de confiance entre les personnes qui vous proposent à ces postes de nomination et vous-même. Ce qui pousse à de la responsabilité pour mériter la confiance. Pensez-vous que jusque-là, vous avez assumé avec responsabilité ces différentes occupations? Je pense qu'il est prétentieux pour moi de procéder à un jugement objectif de mon parcours à toutes ces fonctions. Mais j'ai le sentiment, et c'est ça mon leitmotiv. C'est pour ça que je parle avec une certaine passion, avec une certaine assurance. Parce que, pour ceux qui me connaissent, depuis l'école primaire, passant par le lycée, passant par l'université, passant par les différentes fonctions, on sait que Sango, dans sa démarche, n'est mieux que par une seule chose: comment servir au mieux sa collectivité. Donc, à partir du moment où je m'investis dans la réalisation de ce que j'appelle l'intérêt général, je ne me préoccupe plus des autres aspects. Ce qui est important pour moi chaque fois quand je dois agir, est-ce que mon action peut profiter à la collectivité? Vous avez parlé de la CENI, l'enseignement. Mais je dois dire que si vous reprenez mon CV, ou si vous reprenez l'histoire des 10 dernières années de ce pays, il y a des forats aussi importants que le fait d'être à ces fonctions où j'ai été appelé, où je pense avoir servi l'intérêt général. Alors, par exemple, la commission constitutionnelle. Mais ce serait bien que cette appréciation soit portée par ceux avec qui j'ai travaillé, ou mes élèves avec lesquels j'ai toujours eu de très bons rapports. Mes collaborateurs, qu'ils soient patrons ou ceux qui sont en dessous de moi, j'ai eu de très bons rapports. Tout comme tout être humain, j'ai des faiblesses, j'ai des limites. Mais je pense toujours que chaque fois que j'agis, moi, je m'oublie et je place le Burkina d'abord au centre de mes préoccupations. Si ce que je fais même peut me desservir, me peut servir le Burkina, je le fais. Je pense humblement que dans mon jeune âge, j'ai apporté et je continue à apporter ce qui est important pour faire avancer mon pays. Vous avez évoqué justement ces 10 dernières années, les Burkinabés vous ont connu à travers les sorties médiatiques, les critiques par rapport à la gouvernance du pays. Et
On a été étonné de constater que vous avez accepté d'être dans le gouvernement, d'être dans l'exécutif burkinabé. Est-ce que vous-même, la proposition déjà, dès qu'on vous a appelé pour vous proposer ce portefeuille ministériel, cela vous a surpris? Pas surpris. Je dois dire modestement que vous attendiez à ce qu'on vous propose. Beaucoup de Burkinabés, ce n'est même pas aujourd'hui, peut-être à tort ou à raison, même depuis l'ère du régime Compaoré, chaque fois qu'on formait un gouvernement, beaucoup de gens m'interpellent, me disent est-ce qu'on ne vous a pas consulté? Est-ce qu'on ne vous a pas consulté? Parce que ces personnes estiment que ce que je défends comme idéal de vie, idéal de société, fondé sur ma conviction que le tertiarisme, qui est la doctrine politique du parent, est ce qu'il faut pour le développement du Burkina, est ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique, est ce qu'il faut pour le développement du monde. Les gens pensent que ces idées, je dois pouvoir les faire apporter dans le cadre d'un gouvernement ou à un autre niveau. Donc moi, ce n'est pas la première fois que, bon. Donc le jour qu'on vous a appelé, ça ne vous a pas surpris? Non, je pense que ça ne m'a pas surpris. Mais un jour, je raconterai dans les détails. Comment ça s'est passé? L'histoire de cette nomination. Est-ce que... Pour dire simplement que, et je le dis à la jeunesse, moi je ne suis attaché à rien. C'est-à-dire que je suis ministre aujourd'hui, je suis content de me trouver à un certain niveau de responsabilité, où je vois que ma part de responsabilité est très élevée dans la façon dont mon pays peut avancer. J'en tire une relative fierté, mais la fierté que j'en tire n'est pas plus grande que la fierté que j'avais quand j'enseignais, quand j'animais mes conférences, quand j'étais dans des commissions de réforme, quand j'étais à la CENI. Non. Je pense que c'est ça ma conception. Je le dis clairement à l'opinion, je ne suis attaché à rien, si ce n'est servir mon pays. Alors, autrement dit, moi, pas ministre demain, ce n'est vraiment pas un problème. Alors, à propos de ce portefeuille ministériel, vous êtes allé sous la bannière du parent de votre parti, qui est de la majorité présidentielle. Est-ce que quand on vous a contacté, votre ami Chérif Sy était pour quelque chose, pour que vous acceptiez ce poste? Il y a des amalgames. Je vous dis quelque chose. Chérif Sy, pour moi, c'est un frère pour moi. Ce n'est plus tellement un ami. Parce que ces 10 ou 15 dernières années, c'est l'une des personnes avec lesquelles j'ai passé une bonne partie de ma vie. Nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons le rêve d'un Burkina meilleur qui a conduit à ce qu'il y a. Mais Chérif Sy a été surpris de me voir dans le gouvernement. Donc il n'était pas informé que vous avez été consulté. Aux premières heures, pourtant, certains avaient dit qu'il y avait la paix de Chérif Sy dans votre nomination. C'est ça. Après qu'on se rende compte que c'était le parent. C'est ça l'erreur au Burkina. C'est ça l'erreur. Donc vous n'avez pas pris la peine d'informer votre frère que vous êtes consulté pour être du gouvernement. Puisque vous êtes ami, vous êtes plus que... Parce que je n'ai pas voulu l'en informer pour ne pas lui forcer, lui donner le sentiment qu'il doit faire quelque chose dans un processus qui se déroule normalement entre le parent et le parti majoritaire. Vous savez que Chérif Sy n'est d'aucun parti politique. Moi, je viens là au titre d'un parti auquel j'appartiens. Je ne veux pas me mettre Chérif Sy là-dedans parce que il est, j'allais dire, de la société. C'est au moins votre ami, votre frère. Vous pouvez juste à titre d'information. Peut-être que... Vous ne l'avez pas fait. S'il n'eût été dans sa position de haut représentant à l'époque, je l'aurais fait. Parce que si je le lui dis, moralement, il pouvait à l'époque peut-être se sentir obligé de forcer la main à X ou Y. Voilà. Comme, encore une fois, je n'avais pas un attachement particulier à cela, je me suis dit, pas besoin de l'en informer. Voilà. Mais je reviendrai aussi un peu sur ça, parce que ça suscitait de petites incompréhensions entre lui et moi, comme vous êtes en train de le dire là. Comme si, bon... Vous avez fait quelque chose dans son dos. Je n'ai pas partagé. Vous n'avez pas joué alors que, bon, effectivement pas. Mais non, je n'ai pas jugé utile. Alors, sur l'aspect politique, vous avez dit tantôt, vous avez été membre de la commission constitutionnelle, vous avez siégé dans le quota, dans la composante opposition politique. À l'époque, vous avez dit que c'est Zéphérine Diabré qui vous a contacté pour être en tant que personne ressource.
Aujourd'hui, vous êtes membre du gouvernement au nom du parent. Est-ce que ça ne fait pas un peu à gauche et à droite, M. Sambou? Mais il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas d'incohérence. Il faut que les gens acceptent dans ce pays d'élever le niveau du débat. Il ne faut jamais analyser les choses en termes de postes. Genre, c'est un gâteau qu'on se partage. Mais il faut analyser les choses en termes de capacité d'un tel ou un tel à apporter une contribution dans telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque moi j'ai démissionné du Parlement, je me suis positionné comme un citoyen libre, qui n'a pas d'attache politique quelque part. Mais pendant longtemps, on a confondu mes rapports interpersonnels avec le président de l'UPC et le fait que, surtout que la confusion est née du fait que quand j'ai démissionné, les jeunes de l'UPC, de bonne foi peut-être, on dit que je suis venu dans leur parti. Je vous dis deux choses. Le président de l'UPC ne m'a jamais demandé. Il ne m'a jamais demandé de devenir membre de l'UPC. Je ne lui ai jamais proposé d'en devenir membre. Mais nous avions des échanges d'idées. Des échanges d'idées que moi j'ai toujours eu avec plusieurs acteurs. Même le président actuel. Je discutais avec lui comme je discute avec le président de l'UPC. Parce que je me considère comme un citoyen qui peut apporter. Si j'ai une bonne idée, je vais demander au président, monsieur le président, moi, je veux vous suggérer cela. Je les appelle d'ailleurs grand frère, tous mes amis. Je dis, monsieur le président, si le président estime que je suis digne d'être reçu par lui et que ce que je peux dire peut faire avancer, il me reçoit, moi je lui donne mon idée. Si monsieur Zéphirin du CIFOP, à l'époque, estime que Sango peut lui apporter un plus en termes d'idées, il le fait. Donc quand il s'est posé le problème de la commission constitutionnelle, le premier problème, j'ai donné un avis au CIFOP pour qu'il demande au président du FASO, alors qu'il voulait rentrer dans une bagarre, de simplement reprendre le décret où on disait que les décisions de la commission constitutionnelle devraient être prises à la majorité. C'est moi qui ai dit au CIFOP non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que la charte de l'Union africaine sur la démocratie, les élections, dit non, que le processus de révision, il faut le consensus le plus large. Ce qui ne veut pas dire aussi l'unanimité. Voilà. J'ai dit non. Au lieu de rentrer dans un rapport de bagarre inutile, il faut avoir une démarche constructive. Donc, je lui ai dit, alerter simplement le président sur... Surtout que, dans le cadre de la loi sur le CFOP, il est dit que le CFOP peut alerter le président, tout comme le président peut consulter le CFOP. J'ai dit non, c'est comme ça qu'ils sont allés rendre. C'est moi, c'est mon idée. On n'aime pas la vérité. Donc c'est comme cela à la suite. Il nous a coopté deux, le professeur Augustin Loada et moi, pour dire, vous êtes des juristes constitutionnalistes, est-ce que vous pouvez appuyer la composante de l'opposition? Nous sommes en train de rédiger la constitution du Burkina, non la constitution de la majorité ou la constitution de l'opposition. Dans un système qui fonctionne de façon même parfaite, on aurait pu même, sur la base purement des profils des gens, monter une équipe qui rédige et après on soumet à la validation par les politiciens. Parce qu'il y a des politiciens qui viennent dans le débat. Mais ils ne comprennent pas grand-chose des techniques juridiques et constitutionnelles. Je suis désolé. C'est une science à part où on met beaucoup d'années d'études pour comprendre. Voilà comment moi j'ai apporté ma contribution. Donc il n'y a pas d'incohérence que vous retrouvez. Et Dieu seul sait combien j'ai été utile. Les opposants qui étaient dans la salle, ils le savent. Donc, je ne vois pas où est l'incohérence. Surtout que, comme j'ai dit aux gens, j'avais démissionné du parent, mais j'ai toujours dit que ça correspond au faux départ du Mogo Naba. On va revenir sur le parent. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92. Invité. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme est notre invité. Un peu sur l'exécutif. Le gouvernement a été remanié. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a démissionné. Le président du FASO a accepté la démission. Une nouvelle équipe a été composée. Et cette fois-ci, c'est Christophe Dabiré qui est à la tête de l'exécutif burkinabé. Déjà, votre appréciation sur Paul Kaba-Thiéba, que gardez-vous comme image en étant son ministre? Vous savez, il faut me permettre d'observer la réserve due à mon rang de ministre
sur l'appréciation que je peux porter C'est sur vos méthodes de travail. Mon ancien chef. Il ne faut pas aussi, au nom de la liberté d'expression, vouloir... Non. Un État ne fonctionne pas comme ça. Je dis simplement que le Premier ministre, Paul Kawa-Tiba, était un patriote qui a apporté sa contribution au développement du Burkina dans un contexte qui n'était pas simple. Les observateurs estiment que l'homme n'avait pas la carrure du poste. Vous savez, quels sont les critères de la carrure du poste? C'est facile. Ceux qui disent qu'il n'est pas là, eux, ils ont la carrure. C'est à l'ouvrage qu'on voit le vrai maçon. Vous savez, moi, quand je n'étais pas ministre, je dis ça très souvent à mes collègues. Maintenant que vous êtes même à mes patrons, je dis, je comprends les difficultés, les peines, les misères que vous avez. Connaissant la réalité de ces fonctions, je suis obligé d'être beaucoup plus modeste dans les observations que je peux formuler. Une société, pour avancer, progresser, doit reconnaître à tel temps le mérite de chacun de ses fils. Le Premier ministre Paul Kawa-Tiba a maintenu la barque du navire burkinabé sur, j'allais dire, les vagues que nous avons traversées. Pourtant, c'est un doute justement de sa capacité à avoir géré la barque. Justement. Mais il a géré ce pays dans un contexte difficile, très difficile, comme on ne l'a jamais vu pendant 3 ans. Donc, il y a une relative stabilité, il y a un taux de croissance théoriquement acceptable. Bon, il y a la liberté qui est étendue, tout ça, c'est pas rien. Donc globalement, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Nous devons retenir ça. Aujourd'hui, je suis dans l'équipe du Premier ministre Christophe Dabiré. Comme on le dit, cette équipe viendra ajouter la terre à de la terre, sans invective particulière. On ne grandit pas un homme, une société en voulant simplement humilier les autres. Ce n'est pas comme ça. Donc moi, je pense que PKT, comme on l'appelait affectueusement, Paul Kawa-Tiba, a apporté sa contribution avec moi, y compris puisque j'étais dans la 3e équipe gouvernementale. Il est parti, il va servir le Burkina à un autre niveau. Attachons-nous à ce qu'il a fait en bien, que l'équipe actuelle va renforcer pour le bonheur du Burkina, au lieu de vouloir tout le temps faire des comparaisons qui nous apportent à rien. Alors, sur la nouvelle équipe, on va s'arrêter sur la composition de façon juste personnelle. Vous êtes dans le gouvernement, votre ami Chérif Sy est dans le gouvernement, votre ami Rémi Dandjuno est aussi dans le gouvernement. Comment ça se fait? Déjà entre vous, comment ça se passe, l'ambiance de travail? C'est relativement facile que des amis se retrouvent dans l'exécutif. C'est le président du FASO qui l'a voulu ici. Est-ce qu'il y a de la satisfaction, vous, à votre niveau, que vous retrouvez parce que vous partagez un certain nombre de choses? Ça fait toujours plaisir. On ne va pas quand même faire dans de la démagogie. D'être dans une équipe où ceux avec qui on a toujours partagé de grandes valeurs sont représentés. Parce que ça facilite aussi la conduite des projets. Puisqu'il y a une certaine complicité qui se crée. Et comme sur les grandes idées que nous avions du Burkina, nous avons l'occasion de voir comment nous organisons. De mettre ça en pratique. De pas mettre ça forcément en place, mais de les faire progressivement accepter. Ce n'est pas 3 ministres qui dessinent, le Conseil des ministres. D'abord, nous, on est tous soumis au Premier ministre et au président du FASO. C'est le président qui est le président du Conseil des ministres. Donc, nous, on ne peut pas venir mettre quelque chose en pratique. Donc, c'est l'occasion de proposer ce que vous pensez. Notre rêve du Burkina, nous essayons de modestement le présenter. Ce que je dois dire, c'est que nous sommes des patriotes au service de la République. Nous sommes restés ce que nous avons toujours été. Voilà. La fonction prolétoire en particulier, comme vous parlez de mes amis, vous l'aurez remarqué. On peut l'étendre au procès Seni Mahamoudou et Dravo. Bon. Tout ça, on était ensemble. Et on est ensemble, on monte un bon groupe. Avec les autres membres du gouvernement, jugeons l'action globale. Puisque dans un gouvernement, je dis, il n'y a pas de destin individuel.
Est-ce que vous ne constituez pas un clan entre vous, amis? Un clan, ça ne servira à rien, puisque ce que nous faisons engage l'ensemble du gouvernement. Ce que les autres font engage. Ça, vous voyez, c'est les présupposés dans lesquels, bon, souvent, on est expert. Tout ça dans le but de diviser. Au lieu de réfléchir pour diviser les gens, arrêtons ça un peu. Quelle est votre appréciation sur le portefeuille de la défense attribué à Chérif Sy? Je pense, en toute responsabilité et en toute modestie, que c'était l'homme qu'il fallait à cette place. Est-ce exact qu'il a conditionné sa participation au gouvernement avec le départ de Paul Kabati? Je n'en sais rien. Vous êtes son ami, monsieur? Je n'en sais rien. Est-ce que vous n'en avez pas parlé? Je n'en sais rien. Vous voulez pas répondre à la question? Je n'en sais rien, ce n'est pas son genre. Il n'est pas dans des positions maximalistes de ce type. Et pourtant, certains Burkinabés rappellent qu'Abouba Djilasso, Chérif Sy, en tant que haut représentant, avait demandé à ce que Paul Kaba quitte le gouvernement. Et que même s'il n'avait pas le courage de démissionner, il fallait qu'il tire les conséquences. Je ne sais pas dans quel cadre il a dit cela. Moi, je n'ai pas vu ça dans les médias. Si c'est les rumeurs des maquis, comme on en raffole ici, peut-être ça. Moi, je ne suis pas au courant de cela. Mais ce que je dois dire, un responsable du parti d'opposition, du plus grand parti d'opposition, le député Ido Alidou, reprenez son interview dans le journal Le Pays. Il a dit que Chérif Sy a le profil, le bon profil pour cela. Il a rappelé sa capacité à faire échec au coup d'État en appelant le peuple à la résistance. En septembre 2015. Ce n'est rien. Lorsqu'il était président du Conseil national de la transition. N'oublions pas ça, quand même. Donc pour vous, il a le profil de l'emploi. Je pense qu'il a le profil de l'emploi. Mais, quelle que soit son expertise dans ce domaine, s'il n'a pas l'accompagnement psychologique d'abord des Burkinabés, parce que n'oublions pas que tout le mal qui arrive à notre peuple est un mal qui est généré d'abord par des Burkinabés. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est chaque Burkinabé qui se réveille le matin, comme je l'avais dit avant de devenir ministre, son rêve c'est que le pays brûle. Le pays brûlera et brûlera avec lui. Si nous rêvons d'un pays stable, où il y a la paix, il y a l'amour, le pays sera comme ça. C'est connu dans beaucoup de doctrines religieuses, spiritualistes. La société reflète la mentalité, l'esprit général de la collectivité. Donc, moi je pense qu'il faut que nous accompagnions ensemble Chérif Sy, mais l'ensemble du gouvernement. Le gouvernement dans lequel je suis, nous ne pourrons rien réaliser si le peuple, en une seule personne, dans sa grande majorité, n'aspire pas au meilleur pour le Burkina. Vous voyez, souvent, on a tendance à confondre ce qu'on pense du régime et ce qu'on pense du Burkina Faso. On va parler de votre ministère, de votre portefeuille ministériel. Vous êtes là en tant que militant du parent, le ministère de la Culture qui est passé aux mains de 3 personnes. Du parent toujours, Tahirou Bari, Issouf Sawadogo et vous finalement. Qu'est-ce qui explique cette instabilité au niveau de ce portefeuille ministériel? Apparemment semble être la chose du parent qui, au détriment de l'humeur de son fondateur, donne à qui il veut. Vos propos, vous les portez, vous les assumez. Je vous pose la question, monsieur le ministre. Moi, je n'ai pas à commander cela. Qu'est-ce qui explique ces changements alors, en l'espace de 3 ans? Je n'ai pas à expliquer ces changements. Moi, je suis ministre avec une mission qui m'est confiée. Là, ça concerne aussi votre parti politique. Ouais. Voilà. Non, je ne rentre pas dans ces éléments parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça apporte de plus au débat. Ça permet de comprendre. Comprendre pour faire quoi? L'environnement dans lequel vous travaillez. Cet environnement, moi je travaille, je réalise mes missions. Parce que vos 2 professeurs ont évoqué des relations de travail difficiles avec le fondateur du parti. Ça les engage. Vous, ce n'est pas le cas. Vous n'avez aucun problème avec Laurent Gbagbo. D'autres cas, moi, en général, dans ma vie, je n'ai de problème avec personne. Ce que je peux dire que la vie m'a enseigné, les malheurs ou les difficultés que nous traversons dans la vie, à titre individuel, nous en sommes d'abord la cause principale. Mais comme on dit, au lieu de voir la poutre qui est dans ton œil, tu recherches la paille qui est dans l'œil de l'autre. De l'Antiquité à aujourd'hui, si vous reprenez l'histoire des hommes, chacun est victime de ses propres turpitudes. Mais ce qui est important,
pour moi, c'est d'accomplir ma mission. Et cette mission, j'ai la confiance du père fondateur du parent, le professeur Laurent Gbagbo. J'ai la confiance du Premier ministre. J'ai la confiance suprême du président du FASO. J'ai l'accompagnement aussi, je l'ai dit, un peu avant la confiance du professeur Gbagbo, j'ai la confiance des militants du parent. Donc à ce jour, il n'y a pas eu de couac avec Laurent Gbagbo, il n'y a pas de problème particulier. C'est quoi les couacs? C'est quoi le problème? On a vu avec Issou Sawadogo, il a évoqué le cas de une société, connaissez-vous des humains qui sont ensemble sans qu'il n'y ait des difficultés, sans qu'il n'y ait des couacs? Non. La vie, c'est une somme d'obstacles que l'intelligence nous permet de surmonter pour faire progresser la société. Voilà. Donc, moi, le professeur ne m'a rien demandé que de réaliser la mission que le président du FASO m'a confiée au bien-être des Burkinabés. Dans tous les cas, mon caractère ressemble un peu au caractère du professeur. C'est pour ça qu'on mélange un peu nos deux personnalités. Moi, je ne suis pas homme du genre à qui on peut imposer quelque chose. Parce que si je ne suis pas d'accord avec toi, je te dirai qui que tu sois que je ne suis pas d'accord. Si tu penses que tu m'as fait une faveur, je te donnerai ta faveur et je m'en irai. Parce que Dieu m'a fait suffisamment de grâce comme ça là où je suis, dans ce pays-là. Là où je suis, je pourrai toujours travailler avec mes compétences intellectuelles et morales là, pour nourrir ma famille. Donc, on ne peut pas venir me faire des choses auxquelles je ne crois pas. Donc avec Laurent Gbagbo, il n'y a pas de problème, c'est au beau fixe. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec le professeur Laurent Gbagbo. Parce que l'image qu'on s'en fait n'a jamais correspondu à la réalité de nos rapports. Je pense que le professeur Gbagbo est simplement victime de sa trop grande honnêteté. Vous essayez d'être comme lui? C'est une fierté pour moi d'être comme lui. Donc on estime que vous essayez de parler comme Laurent Gbagbo, vous imitez en quelque sorte, vous voulez imiter le personnage. Ça, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Demandez à mes promotionnaires avec qui j'ai étudié. Ce que je le suis par moi-même. Il est évident qu'au contact d'une personnalité comme Gbagbo, la proximité que j'ai eue avec lui, forcément d'une certaine façon, sa personnalité, dans ses aspects les plus positifs, vont déteindre sur moi. Mais je ne suis pas un singe du professeur Gbagbo. Vous n'êtes pas dans le mimétisme? Je ne suis pas dans le mimétisme. C'est même contraire, encore une fois, à ma personnalité. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92, invité. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme est notre invité. À propos du parent, Tahirou Barry finalement est parti avec d'autres camarades qui avaient été sanctionnés, exclus du parti. Certains, ils ont porté le mouvement pour le changement et la renaissance MCR, comme ils ont créé comme parti politique. Et Tahirou Barry a été sollicité pour être leur candidat pour la présidentielle de 2020. Quel est votre commentaire un peu sur cette dissidence au niveau du parent? Je n'en ai pas. Vous n'avez pas de commentaire? Je n'ai pas de commentaire. Je souhaite... Tahirou Barry, c'est votre ancien camarade, votre ancien frère, comme vous appelez aux parents. Je souhaite plein succès, beaucoup de chance. Si c'est Tahirou Barry qui est là-bas... Officiellement, il n'est pas là-bas. On l'a juste demandé pour qu'il soit leur candidature. Avec l'équipe. Ce que je peux en dire simplement, c'est qu'au Burkina, il y a à peu près au jour d'aujourd'hui 200 sigles de partis politiques. Et qu'un parti, ce n'est pas un agrégat de personnes, d'individus. C'est le cas du MCR. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement... Moi, je vous pose la question, monsieur le ministre. Non, je n'ai pas à donner une appréciation sur ça. Je fais une description objective de la situation. C'est ça que vous devez comprendre. Là, on est sur un cas précis. Oui, mais il appartient à l'opinion de juger. Je dis simplement, je n'ai pas à juger du MCR. Ce n'est pas mon problème, ça. Donc, tout ce que je dis le MCR vient s'ajouter aux 200 autres sigles de partis qu'il y a au Burkina. Moi, ma première étude que j'ai menée dans les années 2005, je crois, au Burkina Faso, sur le système constitutionnel, le système des partis, nous avions conclu déjà, à l'époque où il y avait 107 partis, qu'à l'échelle d'un pays comme le Burkina, cette disparité des partis politiques est une faiblesse de la démocratie. En 2012, j'ai fait une étude pour le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, où, sur les partis politiques, où j'ai trouvé des situations caustiques.
des partis qui mettent des numéros de téléphone, quand on appelle, ça tombe dans des salons de coiffure. Revenons sur le cas du MCR, Donc, monsieur le ministre. Je vais simplement vous dire que Oui. le plus difficile dans un système partisan comme le nôtre, ce n'est pas de créer un parti politique. Non, c'est l'issue le plus facile. C'est pour ça, déjà, tout le monde crée un parti politique. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Parce qu'un parti, au sens constitutionnel vrai du terme, comme on le voit dans les modèles que nous apprécions souvent, un parti, c'est une idée, c'est une idéologie, c'est un programme de gouvernement. Clair et net. Et en cela, on aime le parent, on n'aime pas le parent. Nous sommes le seul parti politique burkinabé qui a une idéologie, une doctrine, un programme politique qui sort des modèles inventés ailleurs. Et que la littérature du moment nous donne raison. Qu'il n'y a d'autres voies possibles de faire progresser les sociétés africaines qu'en se fondant sur une doctrine, un programme politique de type endogène, bâti sur les cultures africaines. C'est pour ça que nous avons accepté objectivement, après avoir analysé la situation nationale après l'insurrection, que notre allié objectif de ce moment ne pouvait être que le parti majoritaire, c'est-à-dire le MPP. On va évoluer un peu sur le cours de cette émission. Vous avez fait le bilan de votre gestion du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme le 12 février dernier et vous avez déclaré, je vous cite, « J'ai évité de céder à la tentation de procéder à des nominations de complaisants fondées sur la simple proximité politique ou toute autre considération subjective. » Globalement, est-ce que c'est le constat que vous êtes venu trouver au niveau du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Sango? Est-ce qu'il y a eu des nominations de complaisance ou bien c'est lié à des proximités politiques? Non, je ne dirais pas qu'il y en a eu. Mais vous savez très bien que depuis le rapport du Collège des sages des années 2000, depuis le rapport du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, depuis le rapport du Comité national d'éthique, toutes les études ont démontré que l'administration publique burkinabé était fortement politisée. Mais là, vous avez tenu cette déclaration en tant que ministre de la Culture. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté au département de la Culture? Je vous dis que le réflexe normal auquel on est habitué dans nos systèmes, quand on nomme un ministre, il procède immédiatement au changement de ses principaux collaborateurs pour y mettre des camarades de proximité, soit politique ou proximité fondée sur autre chose. Est-ce que c'est juste des déclarations ou c'est ce que vous avez constaté au département de la Culture, M. Sango, quand vous avez été nommé à la tête du département? Vous ne comprenez pas ma démarche, puisque mes prédécesseurs ont été nommés par des gens qui ne sont pas aujourd'hui du même bord politique que moi. Moi, je n'ai pas demandé leur carte politique pour savoir dans quel camp ils sont. Mais là, quand vous tenez une conférence de presse bilan, on suppose que vous êtes imprégné de la situation de la maison et c'est en connaissance de cause que vous déclarez, cela. Oui, c'est en connaissance de cause liée à l'environnement global. Je ne suis pas naïf quand même, mais c'est un message. Au-delà, vous voulez, de l'affirmation de ce principe qui est un principe de bonne gouvernance administrative, je me bats aux côtés du président Roch pour développer une culture administrative et politique différente de ce que nous avons connu. Donc c'était juste une énumération de principes et non ce qui est réellement au niveau du département de la culture. Mais puisque moi, je ne connais pas le bord politique de mes collaborateurs. Donc, je ne peux pas dire qu'ils ont été nommés pour des questions de proximité politique. Pour des questions de proximité. Ou de considération subjective. Je ne connais pas. Ça ne m'intéresse même pas. Alors, ce que je leur ai dit, j'ai dit, je vous demande, sur la base de vos CV que j'ai vus là, moi je vous demande simplement de très bien faire votre travail. Je vous demande d'être loyal à l'autorité que je suis. Je vous demande d'observer la stricte neutralité et de gérer, selon les règles de bonne gouvernance, les départements que vous avez. C'est tout. Alors là, vous avez tenu des propos précis, ça concerne votre département ministériel. Vous avez dit que les dépenses liées aux missions à l'extérieur sont passées de plus de 74 millions de francs CFA en 2017 à 13 millions en 2018. Les frais de mission du ministre de la Culture sont passés de 21 millions à 12 millions. Je crois que c'est bien les chiffres que vous avez cités à la conférence de presse. Tout à fait. Est-ce que vous êtes dans une logique de comparaison avec ce qui s'est passé? Non, puisque il faut
donner à l'opinion des indicateurs de mesure pour comprendre. Donc une idée que vous êtes soucieux de la rationalisation. Mais c'est évident. Le ministre de la Culture vit au Burkina. Qui mieux que les ministres doit savoir la réalité économique de ce pays? Puisque nous avons quand même, en dernier ressort, la plus grande responsabilité. Donc, il y a un effort qui nous est demandé par les autorités qui nous ont confié ces missions, en particulier le chef de l'État, le Premier ministre, pour dire, faisons des efforts d'économie, de gestion rationnelle des dépenses, pour dégager des ressources pour les investir ailleurs. Est-ce que là, ce n'est pas une action isolée du ministre Sango? Ah, mais moi, je ne peux pas imposer ça aux autres départements ministériels. Et permettez-moi de ne pas juger des autres, parce que je n'ai pas les mêmes chiffres, je n'ai pas de chiffres là-bas. Ce que je fais, moi, quand je suis en conseil des ministres, quand le président dit fais ça, je note. Le premier dit fais ça, je note. Et puis, quand je viens dans mon département, je dis la même chose. Par exemple, le président a dit, quand on a délibéré, qu'il invite tous les ministres à l'écoute des travailleurs de la population. Parce que le président dit que lui, il estime que l'écoute, c'est 50% de la résolution des conflits. Ce qui est vrai. C'est même des trucs simples. Il a dit qu'il faut qu'en matière d'éthique, nous soyons des gens irréprochables. Donc, moi, ministre, quand je suis là, c'est lui mon chef. Surtout si je veux garder mon poste, quand même c'est normal que j'écoute ce qu'il a dit. Mais vous on a parlé tantôt de votre parcours. Est-ce que Abdoul Karim Sango, que nous avons connu, n'est pas quand même mal à l'aise, qui se retrouve aux côtés de collègues qui sont en quelque sorte reprochables, où on estime qu'ils ont posé des actes douteux ou sur le plan éthique ne reflètent pas la responsabilité qu'on leur a confiée? Est-ce que ça ne vous met pas mal à l'aise, monsieur le ministre? Non, vous savez, chaque ministre, je l'ai dit, est responsable devant. Il y a la solidarité gouvernementale. Oui, il est clair. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a le principe de la solidarité gouvernementale. Mais vous savez, votre démarche, permettez-moi de vous le dire, elle est un peu malsaine. Je ne vais pas poser des questions, monsieur le ministre. Non, c'est-à-dire, c'est une question vicieuse. Vous pouvez demander au ministre d'apprécier ses collègues. Ce n'est pas mon rôle. Ce qui est important, monsieur Sango, comment vous faites? Dans tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, pour avoir travaillé sur les textes sur la justice, je répète, le pacte sur le renouveau de la justice, ma commission a été le maître d'œuvre. C'est nous qui l'avons conçu. L'indépendance qu'on a aujourd'hui à la justice. Moi, je le dis sur tous les plateaux. La justice, si elle estime que des ministres ont un frein à ceci ou cela, à les mains libres aujourd'hui où je vous parle, pour enclencher des procédures. Au lieu de rester dans ce que j'appelle des procès d'intention. Nous disons que nous sommes dans un état de droit. Et le président le répète chaque fois. Nous sommes dans un état de droit. Donc, il y a la séparation des pouvoirs. Si les gens pensent, sortons des rumeurs, avançons un peu. Au lieu de, comme on dit chez nous, en langue africaine, au lieu de se sucer le sang là, si on estime qu'il y a un ministre qui a fait ceci ou cela, mais la justice n'a qu'à enclencher des procédures. Le reste là, vraiment, je l'ai dit, il ne faut pas demander à Sango d'en parler. Moi, je me bats comme je peux. Je sais que ce n'est pas facile, parce que nous avons hérité d'une culture administrative qui n'est pas aux normes véritables. Les habitudes, c'est difficile peut-être à changer, mais je dis, c'est à la justice d'apprécier ce que vous êtes en train de dire. Moi, je l'ai dit à mes collaborateurs. C'est pas toujours simple, je dis, bon, on a dit de faire ça. Si je prends quelqu'un, moi, ici, on dit quelqu'un est coupable, est soupçonné de fait de corruption, il sait où il va partir. Et personne ne peut m'empêcher. C'est en ce moment qu'on va savoir est-ce que Sango est dans les principes ou pas. Voilà. Même si je prends un collaborateur, bon, Dieu merci, je suis dans un ministère où l'argent, c'est la chose qu'on trouve le plus difficilement. Mais le peu là, celui qui s'amuse, ils savent. Et où on en est avec le dossier de votre prédécesseur Tahirou Barry, le rapport de l'autorité supérieure du contrôle de l'État de la lutte contre la corruption? Non. Les recommandations, là-dedans, l'ASE a demandé à mon collègue du ministre de l'économie et des finances de demander à monsieur, au député Tahirou Barry, de rembourser, je crois que c'est à peu près 400 et quelques millions. Et tout, voilà, autre chose. Les frais qu'il a perçus pour aller indûment, pour aller à la Mecque et tout ça, on lui a dû le rembourser. Bon. Donc le dossier a été transmis au ministre de l'économie? Moi, je ne suis pas
Il y a des points qui me concernent, mais certains ont été déjà réglés. Il y a des gens, voilà, mais c'est des trucs mineurs. L'interpellation directe du ministre, voilà. Par exemple, pour la gestion des fonds, ils ont dit de mettre un cadre. Bon, j'ai essayé de mettre un cadre, même avant le rapport de la SE. Donc, je travaille actuellement avec le ministère de l'économie et des finances pour améliorer le cadre pour que les fonds soient le mieux utilisés. Je dis toujours, le ministre même, ça le met à l'aise. Sur le rapport, moi aussi, je n'ai rien à dire. J'attends au ministre de l'économie et des finances d'enclencher les procédures. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme est notre invité. Un mot sur le FESPACO qui s'ouvre ce 23 février, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui marque son 50e anniversaire en 2019. Déjà, sous quel signe vous placez un peu ce FESPACO 50 ans? La maturité. Parce que 50 ans, dans la vie de toute organisation, c'est quand même un demi-siècle. La maturité pour dire que après 50 ans, il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Lesquelles? Dans l'organisation de l'événement ou dans l'organisation du monde du cinéma. Quelles sont ces choses par exemple? Souvent, je suivais un peu, j'allais dire, de loin, moi à titre personnel, l'organisation du FESPACO. Mais je sais que les professionnels, je ne peux pas rentrer dans les détails, reprochent un certain nombre de choses. Mais eux-mêmes, ils ont fait des recommandations. Moi, j'essaie de mettre tout cela un peu en ordre. C'est pour ça que j'ai essayé, dans la mise en place de mon comité d'organisation, d'être le plus objectif possible. Vous savez, par exemple, je suis allé prendre quelqu'un, c'est la première fois dans l'histoire, j'allais dire, du FESPACO, que le président du comité d'organisation n'ait aucun lien avec le ministère. Le journaliste Yacouba Traoré. Qui est compétent techniquement, qui est compétent moralement, qui est un homme rigoureux, qui est un fou du travail comme il s'est défini lui-même. Pour qu'on mette chaque chose à sa place. Pour que la musique d'ensemble soit une musique agréable à écouter, qu'on n'impose pas à des gens. C'est important. C'est pour ça que je l'ai mis là. Il y en a qui ont dit, ah, que c'est son copain, Yacouba Traoré. Quand je le nommais, je profite de votre radio pour dire ça à l'opinion. Pour dire que je fais l'effort d'utiliser les meilleurs burkinabés là où il faut, sans des critères subjectifs. Quand je nommais M. Yacouba Traoré, lui et moi, on s'était rencontrés seulement 4 fois dans la vie. Ça veut dire qu'on n'avait rien en commun. Il n'y a pas de considération subjective. Je ne connais ni chez lui, il ne connaît ni chez moi, on ne boit ni le coca, ni le thé, ni rien. Yacouba, je l'ai vu comme un grand professionnel de la télé, qui m'a vu aussi comme un petit frère, qui a des convictions. Voilà comment il s'est trouvé là. Et donc, c'est pour que ce festival, quand on va finir de l'organiser, plus personne ne vienne dire que le Burkina n'est pas vraiment, Ouagadougou n'est pas vraiment la capitale du cinéma. Alors, sur le thème mémoire et avenir des cinémas africains. Deuxièmement, c'est ça. C'est la responsabilité. Parce que la responsabilité, pourquoi? Parce que les pionniers là, depuis le président Sangoulé Lamizana, tous ces pionniers à qui on va rendre hommage, ils se sont battus dans des contextes peut-être beaucoup plus difficiles que le nôtre pour porter ce festival jusqu'à aujourd'hui. En nous remémorant à leurs souvenirs, nous devons être très responsables dans la façon dont nous allons passer le témoin de cette génération, passer à la génération actuelle. Donc, c'est sous le sceau de la grande responsabilité. Troisième élément, je pense que les 50 ans doivent être placés sous le sceau de la très grande professionnalisation du milieu. Permettez-moi, j'ai mal au cœur de savoir que le cinéma, qui est un secteur qui génère plusieurs milliards de dollars dans le monde, que mon pays, qui est le pionnier en cette matière, reconnu internationalement comme ayant des potentialités énormes, que cette activité, 50 ans après, on en soit là à être accroché à un éventuel soutien de l'État. Et que les acteurs qui ont travaillé dans ce domaine ne puissent pas vivre dignement
de leur art. Parce que nous avons été incapables, finalement, de créer une véritable industrie cinématographique. Donc, c'est même les défis qui se posent. Un pays qui est venu longtemps après nous, le Nigeria, je le cite à dessein, avec son Hollywood, gagne beaucoup plus de ressources que nous dans ce secteur. Je pense que il faut que nous allions vers la professionnalisation. Que nous ouvrons ce secteur à beaucoup d'acteurs privés qui ont des moyens. En leur montrant que, au lieu de mettre 10 millions dans une banque, avec un taux d'intérêt de 3 ou 4%, si vous mettez 10 millions peut-être dans un film, ça vous rapportera beaucoup plus. Il nous faut investir dans la formation. Parce que le secteur est devenu concurrentiel. Il y a quelques années, nous avions une sorte de monopole sur l'espace africain. Nous sommes aujourd'hui concurrencés par le Nigeria, par l'Afrique du Sud, par le Maroc, par la Tunisie, par la Côte d'Ivoire, par le Sénégal, qui veulent nous prendre le leadership en la matière. Mais l'avantage que nous avons, c'est l'expérience capitalisée des 50 ans du FESPACO. Ça, personne ne peut nous enlever ça. C'est l'avantage du potentiel de nos jeunes. Alors, un mot sur les invités. Qui sera présent au FESPACO 2019? On a déjà une liste. De très hautes sommités du monde du cinéma, mais de très hautes sommités du monde politique, culturel en général. Vous avez cité la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Qui sera là à la clôture. Le président de l'Union africaine. De la commission de l'Union africaine. Qui sera là à l'ouverture. Il y a le président rwandais également, Paul Kagame, qui a l'invité d'honneur. Le Rwanda a été choisi sur proposition du président du Faso pour reconnaître, pour magnifier cette Afrique qui marche. Alors, l'acteur américain Will Smith avait été annoncé, finalement il ne viendra pas. Ce n'est pas le ministère qui l'a invité, c'est pas le FESPACO. Qui l'a invité? Je ne suis pas au courant de l'affaire de Will Smith. Voilà, je ne suis pas au courant. C'est pas le comité d'organisation qui Non, je ne suis pas au courant. J'ai entendu aussi dans des rumeurs, comme il y en a beaucoup dans ce pays, non. Donc, on aura la directrice générale de l'UNESCO. À ce jour, le ministre sud-africain de la Culture, mon collègue, sera annoncé son arrivée. Le ministre algérien de la Culture, le ministre guinéen de la Culture, le ministre malien de la Culture, le ministre ivoirien de la Culture. Bref, nous aurons beaucoup de personnalités qui vont venir à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture est prévue au stade municipal Dr Issouf Joseph Konombo. Tout à fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Radio Liberté recevait dans le cadre de cette émission l'invité de la semaine, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Radio Liberté et bon courage pour tout ce que vous faites pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Burkina Faso. Je vous remercie. L'invité de la semaine a été mis en nom par Tiona Sanogo, présentation Atiana Serge Boulon. Rendez-vous très prochainement sur la 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine avec un nouvel invité. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM, La Voix citoyenne.